La femme rwandaise est, dit-on, Mutima Urugo. Mutima Urugo, c'est la nominalisation du cœur, du moteur du foyer. On trouve énormément de dictons, genre celui qui a une meilleure femme que toi aura toujours un meilleur foyer. On trouve des chants innombrables, des contes qui participent aussi bien à la définition qu'à l'assignation du rôle, de l'identité sociale de la femme rwandaise, en tant qu'être, en tant qu'individu et en tant que membre d'un groupe. Ainsi, dans la pensée rwandaise, qui se traduit par la langue, mais qu'il est difficile de transposer dans la traduction, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, la femme mère, la femme épouse, la femme membre de la communauté est souvent pensée de manière holistique. C'est l'ensemble. On n'imagine pas une femme sans ces trois dimensions au minimum. Ainsi, Omubieyi veut dire celle qui fait des enfants, mais aussi qui sait s'en occuper, et pas seulement les enfants qui sortent de son ventre, mais aussi les enfants dans l'ensemble. Nina Umuntu, c'est la mère de l'être, c'est pas seulement la maman d'eux. Nina Umuntu, c'est pas la maman, voilà, ça dépasse, ça va au loin. Je voudrais maintenant revenir sur cette femme qu'on salue comme femme libérée, faisant la politique et autres, pour m'arrêter sur trois moments différents de l'histoire rwandaise, mais pas seulement l'histoire rwandaise, parce que les grandes lignes, finalement, on les partage avec les sociétés africaines ou les autres sociétés colonisées. Le choc entre la société rwandaise précoloniale et la colonisation a reconfiguré la dimension de la femme dans la société. La femme rwandaise a été protégée par sa société parce que quand l'homme, l'explorateur, j'allais dire l'homme blanc, je me suis souvenu qu'au Rwanda, on ne désigne pas les gens par leur couleur. En tout cas, la couleur n'est pas comme la couleur des choses. Ainsi, blanc n'est pas la couleur qu'on donne au Muzungu. Pour ceux qui ont eu la chance de venir au Rwanda, le Muzungu vient de celui d'explorateur, celui qui tourne un peu partout. Et blanc, c'est Umwera. Umwera et Muzungu, c'est pas la même chose. Donc, quand l'homme blanc est arrivé au Rwanda, on s'est méfié de lui. On ne le trouvait pas extraordinaire, on a tendance à l'oublier, on le trouvait un peu bizarre. Il lui manquait une couche de la peau, il avait des accoutrements bizarres, il portait, enfin, je ne peux pas le raconter, mais c'est vraiment une anthropologie oubliée, mais qu'il faudrait voir. Du coup, la femme qui est reconnue comme source de vie a été plutôt tenue loin de ces bizarreries, si je peux me permettre. Ça a facilité le fait que l'exercice du pouvoir colonial ne s'est pas préoccupé beaucoup de la femme. Elle a été juste, parfois considérée comme objet sexuel ou reléguée à son rôle de fabrique d'enfants. L'introduction de l'argent, qui est venue avec la colonisation, la monnaie, est entrée ainsi dans les poches des hommes et pas dans la poche de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle était protégée. Et les violences aussi, physiques et autres, se sont exercées plus à l'encontre de l'homme que de la femme. À l'indépendance, les choses n'ont pas changé dans le bon sens. Je ne parlerai pas du manque de changement dans la politique, mais je reste autour de la femme. L'indépendance voit les nouveaux emplois rémunérés se créer. Certaines femmes accèdent au métier de l'enseignement à l'école primaire, formation dans ce qu'on appelait les foyers sociaux et autres. Mais en fait, la femme ne sera pas vraiment salariée. À la limite, la femme rwandaise va pâtir plus de cette période qu'on pourrait dire de progrès économique,
les mots ont leur poids, mais malheureusement, il faut les employer, parce qu'elle va garder un retard qui ne peut plus cadrer avec la nouvelle situation socio-économique. Ainsi, une femme qui a par exemple la chance d'être institutrice aux côtés de son mari instituteur, on attendra d'elle qu'elle soit certes institutrice, mais aussi elle devra remplir à 100% les autres tâches de la vie, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'assurer du fait que les choses se passent correctement dans le foyer. Il y a une seule tâche qui va lui échapper dans la plupart du temps, c'est qu'au moment d'aller toucher le salaire, c'est monsieur qui va toucher le salaire. Oui. Ça va se passer comme ça pendant longtemps. Je ne pourrais pas rester éternellement là-dessus, mais je voulais vraiment exposer cette inégalité qui est plus aggravée par la présence de la monnaie au centre de toute vie socio-économique. Un moment particulier va précipiter la femme dans une crise qui ne pouvait qu'exiger le changement qu'on salue aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'engendrement du génocide et bien sûr son exécution. Excusez-moi, il est difficile de parler du Rwanda sans parler du génocide parce que c'est un moment qui marque l'obligation de faire les choses autrement. Au fait, la femme va être au centre de l'idéologie du génocide. Sur les 10 commandements du Hutu, vous savez qu'il avait été édicté 10 commandements qui devaient permettre de gérer les rapports. J'aime pas ces mots, ils me pèsent quand je dois les dire. Donc, sur les 10 commandements du Hutu, 6 concernaient les rapports à avoir avec la femme Tutsi. Le premier commandement lui-même parlait de comment se comporter à l'égard de la femme Tutsi. Si j'insiste là-dessus, c'est pour dire l'homme n'a jamais, ou bien l'être humain, n'a jamais été dupe. Il s'est toujours méfié de la force que représente la femme. Et moi, ces 6 commandements que je regrette, c'est un sujet sur lequel je travaille, mais quelque part, ces 6 commandements sur les 10 viennent montrer comment, lorsqu'on veut exterminer, lorsqu'on veut faire du mal à une société, on sait qu'en touchant la femme, on a plus de chances de réussir. Donc, en même temps qu'on disait à quel point il fallait se prémunir contre la femme Tutsi, on a vu les femmes du Hutu Power, j'emploie le terme parce que ce n'est pas les femmes Hutu, c'est les femmes qui avaient épousé la cause Hutu Power, parce que c'est une frange. On va les voir, qui vont monter en politique, mais aussi ailleurs. On verra des conseillers de secteur. Presque toute la ville de Kigali avait comme chef de secteur des femmes. On va les voir, il y avait des ministres. Vous avez peut-être entendu parler d'une certaine Pauline Nyiramasumuko qui est jugée à Arusha. Vous avez peut-être entendu d'une femme de médias qui s'appelle Valérie Bemeriki. Il y en avait beaucoup comme ça. Donc, la femme, encore une fois, même si ce n'est pas ses travers, montrait l'importance qu'elle a dans la société. J'ai failli oublier des femmes qu'on oublie parfois qu'elles font partie des femmes. C'est les religieuses. Les religieuses aussi, la femme rwandaise, dans sa congrégation, a joué son rôle, notamment pour ceux qui viendraient de Belgique. Vous vous souviendrez peut-être de ces procès incroyables de 4 religieuses d'une ville du Sud. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est qu'au fait, si on veut reconstruire, on parlait de la reconstruction du Rwanda aujourd'hui, c'est normal que la femme soit encore une fois en première ligne. C'est normal parce que c'est celle qui restait par rapport à la quantité d'hommes qui restaient. Que ce soit les hommes qui sont morts pendant la guerre
pendant le génocide, mais aussi les hommes qui n'étaient plus valables socialement. Le peu qui restait, c'était les femmes. Et les femmes ont pris le relais tout de suite. Dans l'immédiat après le génocide, c'est la femme qui a pris la relève. Je ne suis pas là pour contester le point important de la volonté politique d'aujourd'hui de faire en sorte que le changement aussi se traduise par le fait que la femme prenne les devants, le fait que la femme soit présente à tous les niveaux du pouvoir. Mais ça, c'est facile de le voir parce qu'on nous en parle tellement. J'en suis consciente, j'en suis même un peu fière, mais j'ai peur parce qu'à la fin, on nous dira que la femme rwandaise est émergée, puisqu'on parle d'émergence. La conclusion arrive tout de suite, Monsieur le Président. J'aimerais finir en posant la question. Le modèle du Rwanda est-il durable et à quelles conditions? Déjà, l'idée du modèle m'inquiète parce que le Rwanda agit mais n'a pas encore eu le temps de penser son parcours. Le Rwanda agit mais n'a pas eu encore le temps de déconstruire toutes ces époques idéologiques que j'ai citées. Quand on sait que l'être humain n'a jamais été dupe et qu'on n'a jamais eu de doute sur le rôle incontournable de la femme dans la société, on se doit d'aller rechercher, comme le disait monsieur, dans nos langues et dans nos traditions pour interroger le vrai rôle de la femme. Le mouvement féministe qui nous est venu des États-Unis ou d'Europe, c'est très bien, on peut s'en inspirer, mais ce serait une erreur de notre part de vouloir le dupliquer sur nos sociétés. En deux mots, je voudrais rappeler le devoir qui nous a souvent échappé depuis les indépendances. C'est de prendre le temps de déconstruire les idéologies qui sont venues d'ailleurs, qui ont régné par la violence, et qu'aujourd'hui, si on veut partir vraiment, il faut retrouver les racines, et les racines pourront nous permettre d'intégrer les acquis d'aujourd'hui parce qu'il y a des choses extraordinaires qui ont acquises depuis. Je vous remercie. Merci Assunta. Là, nous retrouvons une fois de plus les racines, cette fois-ci par la femme. La femme qui a été interrogée par notre conférencière sous ses différentes déclinaisons. La femme en tant qu'être humain d'abord, la femme comme site et source de la vie, la femme comme site de notre humanité, et la femme dans ses dimensions ontologiques spécifiques comme mère, comme épouse, comme enfin agent de développement. Mais Assunta nous rappelle une chose importante, c'est que le temps est le meilleur allié du développement. Donc il faut qu'on donne encore un peu plus de temps à son pays pour qu'il ait le temps de déconstruire les idéologies négatives reçues avant d'envisager le futur. Merci pour cette brillante conférence.